Alors, il est 17h59, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à 20h pétante sur ce post-ASCO pitch. 18h pétante, pardon, ça commence bien. Je rappelle, alors le principe, c'est qu'il y a du monde qui va se remplir dans l'amphi de l'Oncopole, mais que c'est aussi en ligne, à distance. Donc, je sais qu'il y en a pas mal là qui sont connectés. Et vous savez que c'est aussi accessible en replay dans très peu de jours. Voilà. Donc vous pourrez ne rien manquer. Le principe fondamental, c'est d'essayer de tout balayer, mais en faisant des gros sacrifices, en allant à l'essentiel. Donc l'idée, c'est pas de savoir ce qui s'est passé dans sa spécialité. Je pense que chacun dans sa spécialité, on a des post-ASCO ou des informations qui sont larges, mais c'est de voir les principales choses qui se passent chez les autres. Voilà. Et on va tout de suite commencer par l'hémato. Après l'hémato, il y aura dermato, ORL thyroïde, pneumo, sein, dige non colorectal, gynéco, dige colorectal et phase 1. Et donc, on ne pouvait pas commencer ce post-ASCO sans Aurore Perrault qui avait fait une démonstration conclue par un New England le jour même. Et donc, Aurore, sur le myélome, on te laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler de cancer liquide 5 minutes. Et donc, effectivement, on a pu présenter à l'ASCO les résultats de l'objectif principal d'une phase 3 académique, donc portée par l'intergroupe francophone du myélome et qui s'intéresse au traitement de première ligne du myélome du sujet jeune, ce qu'on appelle éligible à l'autogreffe. Alors, à l'ASCO, on commence par la conclusion, comme ça va vite. Il y a 2 choses à retenir. La première, c'est que les patients qu'on traite par une induction quadruple, je vous en dirai un mot après, et qui obtiennent une très bonne réponse, donc avec une maladie résiduelle négative après 6 mois, on a comparé une consolidation par une autogreffe par rapport à continuer ce même traitement pendant 6 mois et on montre qu'il n'y a pas de différence, au moins au moment de la fin de consolidation. Et au contraire, dans l'autre groupe de patients, chez les patients qui restent en maladie résiduelle positive, donc qui sont mauvais répondeurs, jusqu'à présent, on pensait que faire une double greffe pouvait avoir un intérêt. La double greffe ne fait pas mieux que la simple greffe. Alors le contexte, le traitement du myélome aujourd'hui repose sur une quadruplette. Donc on fait une association d'une immunothérapie anti-CD38, d'inhibiteurs du protéasome, d'imide et de dexaméthasone. Donc on appelle ça DARA-VRD, daratumumab, Velcade, Revlimid, dexaméthasone. Il y a plusieurs quadruplettes possibles. C'est le standard avant de réaliser une autogreffe pour tout le monde et avant un traitement de maintenance pendant 3 ans. Parmi les traitements de quadruplettes, il y en a qui sont de 2e génération et qui semblent mieux fonctionner avec un remplacement du Velcade par du carfilzomib qui a l'intérêt, en plus, de ne pas donner de neuropathie périphérique. On sait aussi que la maladie résiduelle, donc la qualité de la réponse, est un excellent facteur prédictif à long terme en termes de PFS et d'OS. Et dans ce contexte, on pense qu'il faut arrêter de traiter tous les patients de la même façon et adapter le traitement aux facteurs pronostiques initiaux, mais aussi à la réponse. On a des données de autogreffe depuis longtemps. Michel Attal avait démontré l'intérêt de l'autogreffe, avait redémontré l'intérêt de l'autogreffe à l'ère des nouvelles molécules triplettes. Et aujourd'hui, on est à l'ère des quadruplettes. Et donc, l'ESEMIDA, c'est une étude de phase 3 qui est encore en cours et qui évalue une stratégie adaptée à la consolidation, adaptée à la réponse, une stratégie de consolidation adaptée à la réponse. Et donc, après une induction par 6 mois, 6 cycles d'isatuximab, carfilzomib, Revlimid, dexaméthasone, donc c'est une quadruplette améliorée, on mesure la réponse par la maladie résiduelle dans la moelle osseuse et on sépare 2 groupes de patients. Les patients de risque standard qui sont très bons répondeurs, maladie résiduelle inférieure à 10-5, sont randomisés entre un schéma habituel, autogreffe, 2 cycles de consolidation, et un schéma sans greffe avec 6 nouveaux cycles d'ISAC-ARD. Les patients mauvais répondeurs étaient randomisés entre 1 et 2 greffes. On avait déjà montré les résultats post-induction, donc c'est au total 791 patients inclus dans 72 centres en France et en Belgique. Et après les 6 premiers mois, on avait des taux jamais rapportés de maladies résiduelles. Donc on a 2/3 des patients qui n'avaient plus de traces dans leur moelle osseuse après 6 mois. On avait eu la petite surprise, de constater qu'il y avait une différence qu'on n'attendait pas selon la cytogénétique initiale, et des patients plutôt de haut risque cytogénétique avec une translocation 4-14 étaient plutôt bons répondeurs, alors que des patients qui avaient plutôt un risque cytogénétique standard avec une translocation 11-14 étaient plutôt moins bons répondeurs. Et dans ce contexte, je vous passe le flowchart. On a
voit ici la population des patients randomisés, qui étaient, tous les bras étaient bien équilibrés. Donc la différence, c'était sur la répartition cytogénétique et puis évidemment sur la qualité de la réponse à l'induction. Et donc l'objectif principal, c'est le taux de maladie résiduelle négative à 10-6, cette fois-ci, mesuré en NGS en intention de traitement, au moment de la post-consolidation. Donc ce que vous voyez ici à gauche, c'est le post-induction. Donc tous les patients A et B étaient bons répondeurs, et vous voyez les C et D, il y en a 0 qui était MRD-. Et en post-consolidation, donc on n'a aucune différence entre faire une greffe ou faire 0 greffe chez les bons répondeurs, et on n'a aucune différence entre faire 1 ou 2 greffes chez les patients moins bons répondeurs. Les analyses de sous-groupes, on n'a pas trouvé de sous-groupes qui bénéficiaient d'une autogreffe quand on était bon répondeur. On n'a pas trouvé dans l'analyse de sous-groupe de l'autre comparaison, on n'a pas trouvé de sous-groupe qui bénéficiait de la double greffe. Donc pour l'instant, on est trop tôt probablement pour identifier des différences de sous-groupes. Un point important, c'est le sous-groupe de patients. Donc c'est 20% des patients qui ont un myélome qui ont une 11-14, qui entraîne une expression de la cycline D1. Et on sait que c'est des répondeurs plus lents. Et quand on regarde la population entière, en fait, on a seulement 24% qui, après les 6 premiers mois, étaient MRD-. Mais ça se corrige avec le temps. Et donc peut-être que pour ces patients-là, la stratégie d'adapter très tôt le traitement à la réponse n'est pas une bonne stratégie. C'est une combinaison qui était très bien supportée. On n'a pas eu d'excès d'événements indésirables de grade 3-4. Les seules différences entre le bras greffe et pas greffe, c'est des choses liées au melphalan haute dose, donc des nausées, des neutropénies fébriles, des sepsis, des mucites. Et idem dans la comparaison 1 greffe versus 2 greffes chez les moins bons répondeurs. La seule différence qu'on avait, c'était le taux d'infection de cathéter. Et on avait très peu de mortalité toxique, très peu de mortalité toxique et très peu de SAE dans cette étude. Donc ce qu'on discute, c'est que néanmoins, pour l'instant, nos résultats ne sont pas tout à fait applicables à ce qu'on fait en routine, puisque cette combinaison Isaac-ARD n'est pas encore approuvée, remboursée. Donc on a du mal de le généraliser, d'autant que le Velcade, on ne peut pas le donner pendant 1 an sans avoir de neuropathie périphérique. Il faut probablement un plus long suivi pour montrer d'éventuelles différences de PFS, voire d'OS. Et on sait que finalement, la cinétique d'obtention de la maladie résiduelle est variable selon la cytogénétique. Donc pour nos futures stratégies adaptées, on voudrait ne pas stratifier les patients seulement sur la qualité de la réponse, mais intégrer aussi les données génétiques initiales. Donc en conclusion, on était assez fiers de dire qu'on était la première étude de phase 3 qui avait randomisé une étude de consolidation adaptée à la réponse, après 6 cycles d'induction, que chez les patients bons répondeurs, la greffe ne fait pas mieux en termes de MRD post-consolidation que la poursuite du même traitement auquel les patients sont sensibles. Et chez les patients moins bons répondeurs, 2 greffes ne font pas mieux qu'une. Donc le message pour la pratique aujourd'hui, c'est qu'on arrête les doubles autogreffes, mais on n'arrête pas la simple autogreffe parce qu'on attend d'avoir plus de recul et d'avoir un peu plus de détails sur les analyses en sous-groupe. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Aurore. Cécile, tu peux prendre place pour la dermato qui va suivre. Est-ce qu'il y a une question ou... Non, c'est rythmé. Hein. Pas de questions. Alors, le principe, c'est plutôt de s'informer. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place pour le débat, mais s'il y a des questions brûlantes, n'hésitez pas. Donc, Aurore est là encore 5 secondes. Après, il faut qu'elle remonte. Et donc, on passe à la dermato. Merci, Cécile. Merci à vous. Alors, ça ne s'affiche pas, en revanche. Moi, j'avais prévenu, je pense que ça va prendre un peu moins de 8 minutes. Ah oui, j'ai le chrono, là, j'ai intérêt à... parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actualité en oncodermatologie, contrairement à d'habitude. Et donc, on reste sur une actualité d'immunothérapie, mais dans le carcinome épidermoïde cutané et non pas dans le mélanome, sur cet essai de phase 3 qui, là aussi, le jour même, a été publié dans le New England, mais je ne suis pas le premier auteur, vous pouvez le voir. Qui c'est donc un essai de phase 3 pour les carcinomes épidermoïdes cutanés à haut risque de récidive avec un traitement par sémiplimab, donc anti-PD1 en adjuvant
versus placebo. Donc c'est les carcinomes épidermoïdes dont on va détailler les critères d'inclusion à haut risque qui sont opérés, qui ont la radiothérapie en post-opératoire et qui ont ensuite été randomisés en 2 bras, donc 2 schémas d'administration du sémiplimab versus donc le contrôle, c'est-à-dire la surveillance, le bras placebo. Et l'objectif principal, c'était la disease-free survival. Donc ces patients, ils existent, donc carcinome épidermoïde à haut risque de récidive qui était défini comme étant avec atteinte ganglionnaire ou sans atteinte ganglionnaire. Vous voyez que c'est des patients en effet à haut risque puisque l'atteinte ganglionnaire était définie comme étant plus de 3 ganglions, quelle que soit finalement l'extension extracapsulaire, ou avec extension extracapsulaire et plus de 1 ganglion. Et lorsqu'il n'y avait pas de ganglion envahi, ils avaient des métastases cutanées ou subcutanées. Ils pouvaient avoir un envahissement également périnerveux qui était là aussi grave puisque défini par une atteinte clinique ou radiologique. Donc déjà pour avoir un engagement périnerveux comme ça, ce n'est pas un engagement périnerveux histologique sur les critères d'inclusion. Les lésions T4 avec envahissement osseux sous-jacent et les carcinomes épidermoïdes récidivants. Donc primary endpoint, je vous l'ai dit, des groupes qui étaient bien balancés entre les 2 bras, majoritairement des carcinomes épidermoïdes donc localisés au niveau tête et cou comme vous le voyez. Et voilà cette courbe qui est significativement en faveur de la mise en place d'un traitement adjuvant par sémiplimab par rapport au placebo, avec un hazard ratio à 0,3 et un bras contrôle, on en reparlera rapidement, qui est pas bon. Enfin, c'est des patients qui récidivent, vous voyez, 69% de disease-free survival à 1 an, qui récidivent quand même beaucoup. Donc c'était en accord sur en faveur du sémiplimab dans toutes les analyses globalement de sous-groupes. Et c'était également favorable sur les objectifs secondaires qui étaient la récidive locorégionale ou la récidive à distance. En termes de profil de toxicité, c'était le profil de toxicité attendu d'une immunothérapie par anticorps anti-PD1 monothérapie avec à peu près 10% d'effets secondaires de grade 3-4, comme vous pouvez le voir. Donc ça a fait l'objet, comme je vous le disais, d'une publication le jour même dans le New England. Mais ça a été contrebalancé par la présentation dans la foulée de cet essai-là, qui est un petit peu la même chose. Donc adjuvant dans les épidermoïdes à haut risque de récidive, mais cette fois-ci non pas avec du sémiplimab, mais avec du pembrolizumab versus placebo. Et cet essai-là, il est négatif sur la survie sans récidive, avec diverses explications. Vous voyez la comparaison des 2 courbes de DFS entre donc CEPOST, qui est l'essai que je viens de vous présenter, et la Keynote 630, donc le pembrolizumab versus placebo. Donc un essai négatif pour la Keynote, peut-être expliqué par les différences de patients qui n'étaient peut-être pas tout à fait les mêmes. Ils étaient vraisemblablement plus graves dans l'essai CEPOST. Je ne vous détaille pas, mais sur l'atteinte ganglionnaire et sur l'atteinte dont j'ai parlé d'engainement périnerveux qui devait être histologique, par exemple, dans la Keynote, alors que c'était clinique ou radiologique dans CEPOST. Et puis, il y avait peut-être aussi une explication dans le timing de survenue de la radiothérapie, puisque ces patients, ils étaient opérés, mais ensuite irradiés. Et vous le voyez, ils étaient irradiés assez tard dans la Keynote 630. Alors peut-être déjà, certains patients étaient peut-être déjà en récidive, on va dire, infraclinique et donc pas rattrapés finalement par le pembrolizumab. Ce qui est d'étonnant, peut-être vous l'avez remarqué, c'est la différence entre les 2 bras contrôle qui ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Le placebo performe beaucoup mieux dans la Keynote 630. Donc, point d'interrogation. En tous les cas, c'était donc les messages à retenir. Donc, potentiellement un nouveau standard de prise en charge avec une immunothérapie en adjuvant. Mais dans des cas vraiment très particuliers, c'est vrai que cette différence entre ces 2 essais était un petit peu surprenante et devra peut-être aider à mieux définir ces populations de patients très particulières. J'en ai terminé. Je vous remercie. Ouais, merci beaucoup Cécile. Toujours étonnant, effectivement, une telle différence. Vous avez des questions, des remarques La question classique, c'est aujourd'hui, il y a certains cas que vous allez tirer vers l'immunothérapie adjuvante, oui, quasiment tous. Oui.
Ah non, pas quasiment tous. Non. Parce Donc que vous allez faire c'est quand même des populations de patients qui sont ECOG 0 ou 1, jeunes. Enfin, nous, ces populations-là, on les a, mais c'est souvent des populations de patients âgés, fragiles, chez lesquels, non, ce sera vraiment à discuter. Mais c'est vrai que le patient jeune qui arrivera avec une atteinte ganglionnaire, enfin avec c'est un gros carcinome épidermoïde et en bonne forme, on le discutera, oui. Mais c'est à la marge, hein, c'est pas vraiment cette population, elle est essentiellement gériatrique, fragile. Ok. Voilà. Parfait. Bon, on passe. Alors il faut, oui, Anouchka. Est-ce qu'il y avait une différence dans les champs d'irradiation, notamment sur les aires ganglionnaires ou pas? Alors, c'était pas du tout bien défini. Les doses non plus n'étaient pas les mêmes. Les champs d'irradiation n'étaient pas définis. Ça a été discuté par justement le discutant qui était radiothérapeute et qui se posait en effet des questions sur les doses moyennes reçues qui étaient de l'ordre en moyenne de 50 degrés, sans vouloir te dire de bêtises. Mais les champs d'irradiation n'ont pas été définis, non. Ok, merci. Donc on saute au cou de Victor, avec ORL et thyroïde, ou l'un ou l'autre. Alors merci Rosine. Donc cette année, moi je vais vous parler là des cancers cervico-faciaux. Une grosse année cette année pour les cancers ORL, puisqu'on a eu 2 études qui changent les pratiques dans les cancers opérables. Donc, avant de vous présenter ces deux études, je vous rappelle le standard of care, enfin comment on traite ces patients actuellement. Donc, pour les tumeurs ORL, les carcinomes épidermoïdes ORL localement avancés, c'est-à-dire T3, T4 et ou N+, qui sont opérables, actuellement, on les opère. On fait la chirurgie et le curage ganglionnaire. Et ensuite, en fonction du risque, soit on fait une radiothérapie adjuvante, ou alors, si les patients ont des critères de haut risque de rechute, on fait une radiochimiothérapie avec du cisplatine. Ces critères de rechute étant, il faut que le patient ait au moins un critère majeur, c'est-à-dire soit des marges atteintes, qui soient R1, c'est-à-dire des marges à moins d'1 millimètre, ou alors des ganglions en rupture capsulaire, ou alors s'il a une association de plusieurs critères mineurs, c'est-à-dire une tumeur T3, T4, ou N+, ou des engainements périnerveux, ou des emboles vasculaires, ou alors qu'il soit R0 mais proche, c'est-à-dire moins de 5 mm. Et donc ce standard, et donc voilà, et malgré ce traitement, le risque de rechute reste élevé, de l'ordre de 30% pour les patients dits à bas risque, et de l'ordre de 50% à 3 ans pour les patients à haut risque. Et ce standard, il est le même en ORL depuis 2004. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas bougé depuis l'arrivée du cisplatine en concomitance avec la radiothérapie. Et donc cette année, on a eu 2 études. Première étude, l'étude Keynote 689. Dans cette étude, les patients avec des tumeurs ORL localement avancées, opérables, étaient randomisés entre notre standard of care, c'est-à-dire chirurgie suivie de radiothérapie, plus ou moins cisplatine s'il y avait des critères de haut risque, versus 2 cycles de pembrolizumab en néoadjuvant, suivi de la chirurgie, notre radiochimio auquel on associait le pembrolizumab, et ensuite 12 cycles de pembrolizumab en traitement d'entretien. Alors, premier renseignement, c'est qu'avec 2 injections de pembrolizumab néoadjuvant, il y a 10% des patients qui avaient une réduction majeure du volume tumoral, puisqu'il y avait 10% des patients qui étaient en réponse majeure pathologique, c'est-à-dire moins de 10% de cellules tumorales viables sur la pièce opératoire et 3% qui étaient en réponse pathologique complète. Donc c'est important parce que cette réduction tumorale importante chez ces 10% de patients, c'est des patients chez qui ils ne vont plus avoir de facteurs de mauvais pronostic sur la pièce opératoire, et donc on ne va pas leur donner le cisplatine qu'on aurait normalement donné. Et donc l'étude est positive. Donc là, c'est la survie sans événement. Et donc on a un hazard ratio à 0,73, donc significativement, qui est significatif, avec une réduction de 11% de l'EFS à 3 ans.
Mais en fait, ce bénéfice en survie sans événement, il est vu surtout dans cette étude en termes de survie sans rechute à distance. Là, vous avez la survie sans rechute métastatique, et donc on voit qu'elle est significativement réduite. Mais par contre, pas de différence en termes de contrôle loco-régional. On avait autant de rechutes loco-régionales dans les deux bras. On n'a pas encore les données en survie globale qui ne sont pas matures, puisque il n'y a pas assez encore de recul. Mais là, on a eu les premières données de survie globale pour la population avec des CPS élevés, CPS supérieurs ou égal à 10. Et on voit que la courbe du pembrolizumab est au-dessus, mais il faudra plus de suivi pour avoir les résultats définitifs. En termes de tolérance, la tolérance était la même dans les deux bras, pas de signal de toxicité particulière. Donc ça, c'est l'étude. On a eu cette première étude avec le pembrolizumab. Deuxième étude, on est dans la même indication, mais cette fois avec le nivolumab. C'est l'étude niveau post-op. C'est une étude académique du réseau coopérateur français, le GORTEC. Et donc, dans cette étude, on a à peu près les mêmes patients opérables à haut risque. Et cette fois, on se place uniquement en adjuvant. Il n'y a pas de phase néoadjuvante. Et on randomise les patients qui sont à haut risque de rechute. Donc R1, R+, voilà. Ils mettaient également d'autres critères dans cette étude, plus de 4 ganglions atteints ou de multiples engaînements périnerveux. Et on randomise entre notre standard radiochimio avec du cisplatine versus l'ajout du nivolumab, une dose avant, pendant les rayons et pendant 6 mois en entretien. Et donc cette étude est également positive. Le bénéfice est du même ordre. On a un hazard ratio qui est à 0,76, qui est significatif, et une réduction du risque de rechute à 3 ans de 11%, c'est-à-dire donc comme tout à l'heure avec le pembrolizumab. Il est important de noter que le bénéfice se voit dans tous les sous-groupes, quel que soit le score CPS. Et alors là, contrairement à l'étude de tout à l'heure, on a une réduction du taux de rechute loco-régionale. Mais par contre, il y avait autant de rechutes métastatiques à distance. Donc là, on a un effet sur le contrôle loco-régional, mais pas d'effet sur les métastases. En termes de survie globale, de la même façon, les données ne sont pas matures, mais le bras avec le nivolumab dans la population tout venant se place au-dessus du bras standard. Mais pareil, il faudra plus de recul pour avoir les données définitives en survie globale. En termes de tolérance, globalement, pas de signal particulier de tolérance. Un point d'attention cependant, en termes de toxicité rénale, vous savez que c'est important avec le cisplatine. Eh bien, quand on ajoutait le nivolumab, on a presque 2 fois plus de toxicité rénale, en particulier de grade 3-4. Donc, petite vigilance sur ce point-là. Donc, pour récapituler tout ce que je viens de vous dire, on a maintenant deux options, un nouveau standard, enfin maintenant deux nouveaux standards dans cette situation. Si on prend selon le schéma de la keynote 689, on a nos tumeurs T3, T4, N+ opérables. On fait Pembro 2 doses, chirurgie curage ganglionnaire. Pour les patients qui sont à bas risque, on fait radiothérapie plus Pembro et Pembro pendant 8 mois. Pour ceux à haut risque, on fait Pembro plus cisplatine puis Pembro pendant 8 mois. Et donc, grâce à ça, on down stage un peu nos tumeurs. On a 12% de moins de patients qui ont besoin de cisplatine. On réduit de 50% le risque de rechute métastatique. On ne connaît pas encore l'impact en survie globale. En limitation, c'est qu'on ne sait pas exactement qui bénéficie le plus du pembrolizumab. Est-ce que c'est les patients à bas risque ou est-ce que c'est les patients à haut risque, ou bien les deux? Le deuxième standard, si on suit l'étude niveau post-op, dans ce cas, on a nos patients opérables, sauf que là, on les opère d'emblée et on a une stratégie sur la pièce opératoire. Les patients à bas risque reçoivent que les rayons et ceux à haut risque reçoivent donc le nivolumab avant, pendant et après les rayons avec le cisplatine en adjuvant. L'avantage, c'est qu'on réduit d'à peu près d'un tiers le risque de rechute loco-régionale. On ne connaît pas encore tout à fait l'impact en survie globale. Et on va dire la limitation, c'est que ceux à bas risque ne reçoivent pas d'immunothérapie selon ce protocole. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Victor. On n'a pas encore atteint les 8 minutes. Petite question. Dans 8 secondes. Donc, on a la place pour une question, une remarque. Rien? C'est clair, limpide? Si, du coup, la question basique, c'est qu'est-ce que tu vas appliquer comme protocole?
Ça, c'est la question compliquée qu'on n'a pas encore discuté dans les RCP. Alors, je pense qu'il va y avoir deux choses, parce que là, bien sûr, les deux laboratoires vont demander l'AMM en parallèle, donc il va y avoir une question d'autorisation. Après, je pense qu'on va attendre les publications pour en savoir un peu plus. Il y a peut-être les données de survie globale qui vont nous aider aussi, mais globalement, je pense qu'on aura les deux options et peut-être que les délais opératoires vont jouer aussi, peut-être, parce qu'actuellement, on est à peu près 6 semaines de délai opératoire pour nos patients. Donc peut-être le fait de pouvoir leur proposer un peu de traitement néoadjuvant d'attente, c'est peut-être pas mal, mais ça se discute. Ouais. Ok. Laurence, tu nous prépares la pneumo. Il y a une autre question en attendant, non? Bon, ben, on voit que les lignes bougent quand même, hein. Laurence Biguet pour l'oncothoracique. Oui. Merci Rosine. Donc en oncothoracique, peut-être moins fastueuse cette année que les années précédentes, néanmoins pas mal de données intéressantes. Donc tout d'abord, ça bouge dans le petite cellule et ça fait plusieurs décennies que ça n'était pas arrivé. Diffus, dans le localisé l'année dernière, mais le diffus, c'était notre traditionnelle chimio-immunothérapie. Et là, l'essai Imforte, c'est de la première ligne chez des patients qui ont été traités par chimio et immunothérapie et qui sont contrôlés, évaluer la lurbinectidine plus atezolizumab versus l'atezolizumab en maintenance. Donc, ils ont une petite cellule, pas de métastase cérébrale, ils sont stables après 4 cycles de chimio-immunothérapie. Donc, soit ils ont l'atezolizumab en maintenance, qui est le standard, ou associé à la lurbinectidine, qui est la seconde ligne un peu standard théoriquement. Donc, c'est une sorte de seconde ligne avancée. Les deux critères principaux, survie sans progression et survie globale. Et l'étude est positive sur ces deux critères avec une survie sans progression qui passe de 12 à 20%, un hasard ratio quand même à 0,54. Et une survie globale, elle aussi, qui est meilleure dans le bras lurbinectidine plus atezolizumab, sachant que donc l'évaluation est à partir de la randomisation, donc elle évalue vraiment cette, on va dire, maintenance qui est une sorte de seconde ligne avancée quand on parle de la lurbinectidine plus atezolizumab. Alors en termes de toxicité, forcément plus de toxicité liée à la chimiothérapie que l'on n'a pas dans le bras atezolizumab, et en tout cas un essai qui montre que la lurbinectidine plus l'atezolizumab est supérieure à l'atezolizumab seul. Après, est-ce que ça pourrait devenir un standard en première ligne en maintenance ? Bon, ça a été évoqué comme pouvant effectivement changer le standard de première ligne. Je pense qu'on n'en est pas forcément là, mais ce n'était pas inintéressant. La plus intéressante des études, c'est probablement celle-là, hein, c'est Delphi 304, en seconde ligne cette fois, qui évalue le tarlatamab, donc le T-cell engager bispécifique qui cible DLL3 et CD3. Donc on est chez des patients avec un cancer bronchique à petites cellules qui ont progressé après une première ligne qui est associée de la chimio et de l'immunothérapie, souvent, mais pas forcément, qui pouvaient avoir des métastases cérébrales asymptomatiques. Donc, soit ils avaient du tarlatamab, soit une chimio. Et la chimio, ça pouvait être classiquement topotécan, lurbinectidine, plus rarement amrubicine. Le critère principal, c'est la survie globale et l'étude est clairement positive. Une réduction du risque de décès de 40% chez ces patients qui sont quand même à mauvais pronostic. La survie sans progression, elle aussi, était en tout cas statistiquement meilleure dans le bras tarlatamab. Au niveau des toxicités, des toxicités auxquelles nous, oncopneumo, on n'est pas encore habitués, hein, les syndromes de relargage cytokinique, les syndromes de neurotoxicité. Alors, c'est vrai qu'il y a des hypotensions, des hyperthermies pour avoir traité des patients avec le tarlatamab. Enfin, nous, on a nécessité clairement d'une courbe d'apprentissage, mais bon, les grades ne sont pas forcément très élevés, mais nécessitent quand même que les patients soient bien surveillés. Donc, clairement, un bénéfice du tarlatamab versus la chimiothérapie, une réduction du risque de décès de 40%, donc moins de symptômes aussi, et une seconde ligne qui probablement est un nouveau standard, alors que l'on n'a pas encore, nous, en France, mais qui va le devenir, qui a fait l'objet donc d'une publication du New England, et vous reconnaîtrez... Julien Mazière, voilà, parce qu'on était le premier centre inclueur France, donc il est en bonne position dans cette publication. Alors, dans les cancers bronchiques non à petites cellules métastatiques sans adduction oncogénique, les oncologues thoraciques vont devoir être matinaux. C'était une étude qui n'était pas inintéressante sur l'administration, le timing de la chimio-immunothérapie dans le cancer bronchique à petites cellules. Donc, c'est une première ligne métastatique. Soit ils avaient
chimio-immuno qui était administré avant 15 heures ou après 15 heures, donc early, late. L'objectif principal, c'était la survie sans progression et vous voyez clairement une vraie différence entre au bénéfice des injections ou du moins des administrations précoces avant 15 heures, un hasard ratio à 0,42, quels que soient les sous-groupes. Et là aussi, la survie globale était clairement améliorée chez les patients qui avaient eu la chimio-immunothérapie précocement. Bon, en tout cas, c'est la première étude pour nous, prospective randomisée de phase 3, qui évalue cela. Alors, ils avaient, je ne voulais pas détailler, mais des taux de CD8 qui étaient supérieurs chez des patients qui avaient été traités plus tôt. D'autres résultats en attente, mais bon, une étude qui n'est pas inintéressante. Et après, dans les stades précoces, alors c'est plutôt de la confirmation. La grande nouveauté de ces 2 dernières années, c'est quand même la chimio-immunothérapie néoadjuvante chez nous, dans les stades résécables. Donc ça, l'analyse finale de la survie globale de la CheckMate 816, des patients de stade 1B à 3A, donc résécables, qui ont été randomisés soit chimio-immuno niveau et chimio 3 cycles uniquement, versus chimiothérapie. Les 2 critères principaux, c'était la réponse pathologique complète et la survie sans événement. On connaissait l'étude positive, c'est les résultats un peu, on va dire, avancés à 5 ans. Un bénéfice, vous voyez, 65% versus 55% de patients en vie dans le bras chimio-immunothérapie et surtout un net bénéfice qui est porté par les PDL1 plus de 1%. Et d'ailleurs, l'indication du néoadjuvant est chez les PDL1 supérieur ou égal à 1%, avec une vraie belle différence. De même en termes de survie sans événement. Donc, ça confirme ce que l'on savait, mais avec plus de recul, du bénéfice de la chimio-immunothérapie néoadjuvante, 3 cycles, avec une donnée quand même extrêmement intéressante qui est que les patients qui sont en réponse pathologique complète, c'est 25-30%, ont une réduction du risque de décès de 90% à 5 ans par rapport aux autres patients. Donc là, clairement, quand la réponse pathologique est complète, c'est un vrai bénéfice. Et donc, qui a fait l'objet de façon simultanée d'une publication dans le New England. Voilà, je vous remercie. Bravo. On a 2 minutes pour les questions, même plus, parce que là, ça y est, on va respirer. On sent que... C'est rigolo, Rosine, ça ne te rappelle pas le retour de la chronomodulation de la chimiothérapie dans les cancers du côlon? Oui, moi, je suis toujours perplexe de ces données. Est-ce que tu sais si ça a été vu aussi dans d'autres localisations ou pas? Non, mais c'était justement un peu ma question, parce que je n'ai pas eu le temps de creuser, effectivement, savoir si ça a été spécifiquement fait. Moi, je voulais présenter parce qu'on n'a pas une actualité folle par ailleurs, et que c'est un essai prospectif randomisé, et donc évidemment à prendre avec les pincettes nécessaires. Mais non, je sais que nous, on a un intergroupe français académique qui est en train de monter une étude dans pour évaluer justement les différences en termes d'heures d'administration. Mais je ne sais pas dans vos autres localisations. En Céno, Sylvie Giacchetti, qui travaille à Saint-Louis, elle s'intéresse à cette thématique. Elle a déjà montré des choses avec l'hormono, mais c'est mieux le soir. Et elle reprend en rétrospectif avec l'immuno. Et si elle a un signal, elle compte aussi regarder. Ça va être intéressant en fonction des... C'est une fan de ce sujet. D'accord. Je pense qu'on peut faire une requête tracker pour savoir nos patients, ils ont été traités le matin ou l'après-midi. Oui, sachant qu'on aime bien les immunos plutôt l'après-midi, donc il va falloir changer sur les organisations de l'hôpital de jour. Mais effectivement, ça vaudrait la peine, ça vaut la peine de creuser. OK. Pas d'autres questions pour l'oncothoracique? On passe à la scénologie. Florence, tu auras le temps de passer tes 4 études. Parce que je suis très gentille. Effectivement, pour la Céno, ça a quand même été une belle année cette année, avec, je vais dire, des avancées thérapeutiques, mais aussi conceptuelles, et principalement pour le cancer du sein métastatique. Là, comme ça. Alors, la première étude, c'est pour les cancers du sein métastatique HER2 positif, la première ligne, la DB09, conduite avec le trastuzumab deruxtecan. Donc, depuis 10 ans, notre première ligne de cancer du sein métastatique HER2 positif, c'est l'association Taxane, double blocage anti-HER2 en induction.
Et ensuite, en entretien, on continue les anticorps anti-HER2, on rajoute de l'hormonothérapie pour les tumeurs RH+. Et depuis San Antonio 2024, même si l'étude n'est pas publiée, l'étude PATINA n'est pas publiée, on rajoute un inhibiteur de CDK4/6 parce qu'on avait allongé de 20 mois la survie sans progression. Et donc, dans ce contexte, on a eu les résultats de la DB09, donc première ligne métastatique, le bras de référence taxane double blocage en gris, versus TDXD plus pertuzumab versus TDXD placebo, avec une randomisation selon que les patientes sont d'emblée métastatiques ou pas, parce que c'est vraiment pour les cancers du sein HER2+ métastatiques, maintenant c'est souvent des d'emblée métastatiques. L'objectif primaire, c'était la survie sans progression. Et vous voyez dans cette étude, c'est plus de 50% des patientes qui sont d'emblée métastatiques, très peu avec des métastases cérébrales initialement. Et on a un allongement de la survie sans progression de 20 mois qui passe de 20,7 à 40,7 mois et un hazard ratio à 0,49. Tous les sous-groupes en bénéficient. Je n'ai pas montré le diagramme. Mais c'est un médicament toxique. Il y a eu 2 pneumopathies interstitielles diffuses de grade 5. Il y a 3 décès rapportés dans le bras TDXD pertuzumab sans qu'il nous ait expliqué les raisons à l'oral. Les données en survie globale ne sont pas matures. Et ils ont regardé aussi la survie sans progression 2, qui est à 36,5 mois dans le bras contrôle versus non atteint dans le bras trastuzumab deruxtecan pertuzumab, en sachant que pour l'instant, il n'y a que 10% des patientes qui ont eu le TDXD en 2e ligne. Donc c'est clairement une étude qui va changer les pratiques, parce qu'on a quand même un allongement de 20 mois de la survie sans progression. Il faut savoir aussi qu'on a 15% de patientes en réponse complète. Déjà, on travaille à la définition de la guérison de la maladie métastatique avec taxane double blocage anti-HER2 sur la détection de la maladie résiduelle. Je crois qu'il va falloir y travailler avec le TDXD. Néanmoins, c'est toxique, donc peut-être définir les patientes chez qui cette approche va être la plus pertinente. Puis il y a d'autres questions qui vont être soulevées. Quelle est la durée du TDXD? Quelles sont les modalités du traitement d'entretien? Quand elles sont RH- double blocage, quand elles sont RH+, est-ce qu'on va rajouter le palbociclib comme on le faisait pour PATINA, mais elles n'avaient pas eu TDXD en première ligne. Et on attend les résultats avec le tucatinib en entretien qui pourrait diminuer ou retarder l'apparition des métastases cérébrales, qui est le souci pour ces patientes. Ensuite, la deuxième étude qui va changer les pratiques, c'est les cancers du sein. C'est ASCENT-4 pour les cancers du sein métastatiques triple négatifs, avec un score CPS-PDL1 supérieur à 10 en première ligne. Dès que le score CPS-PDL1 est supérieur à 10, notre standard, c'était chimio plus pembrolizumab. Et donc, l'étude ASCENT-4 a comparé ce traitement standard à l'association sacituzumab govitecan, donc un anticorps antitrope, plus pembrolizumab. C'est clairement une remontée des ADC dans toutes les pathologies en première ligne. Donc, une étude de phase 3 randomisée, avec là aussi une stratification selon qu'elles étaient d'emblée métastatiques ou pas, et selon qu'elles avaient progressé dans les 6 mois ou au-delà de 6 mois après la fin de l'adjuvant ou néoadjuvant. Alors, ce qui est important de souligner dans les caractéristiques de la population, c'est qu'il n'y a que 5% des patientes qui ont eu les anti-PDL1 en adjuvant et néoadjuvant, parce que cette étude a été conduite avant que l'on utilise le pembrolizumab à la phase précoce. Donc, ce qui fait que la population qui rechute maintenant n'est plus tout à fait celle d'ASCENT-4, mais il y avait quand même 30% de d'emblée métastatique. On a un allongement de la survie sans progression qui passe de 7,8 à 11,2 mois. Donc, ça fait 3,4 mois, un hazard ratio à 0,65. Les données en survie globale ne sont pas matures, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y avait un crossover prévu dans cette patiente. J'allais dire c'est très éthique pour les patientes, mais du coup, les données en survie globale pourraient ne pas ressortir, si elles devaient ressortir, avec la toxicité que l'on connaît. Donc ça aussi, c'est clairement une étude qui va changer les pratiques quand on aura accès aux médicaments dès la première ligne. Mais comme je vous disais, ça sera transposable aux patientes d'emblée métastatiques, mais pour celles qui auront eu le pembro en adjuvant, néoadjuvant, je ne sais pas trop quelle application on va pouvoir en faire et surtout quel va être le résultat. Troisième étude qui change les pratiques, cette fois, c'est les cancers du sein métastatiques RH+, et HER2 négatif en rechute précoce, puisqu'on a eu les données en survie globale de l'étude INAVO 120. Alors, il faut savoir que jusqu'à maintenant, le traitement de référence pour ces patientes qui rechutent
sous anti-aromatase ou dans l'année suivant l'anti-aromatase en adjuvant, c'est l'association fulvestrant, donc un CERD oral plus inhibiteur de CDK4/6. Il faut savoir qu'un tiers de ces femmes ont une mutation activatrice de PIK3CA, qui est un biomarqueur de mauvais pronostic et qui a donc des inhibiteurs PI3 kinase en développement, dont l'inavolizib. Donc c'est une phase 3 qui compare chez ces patientes-là en rechute précoce, fulvestrant, inhibiteur de CDK4/6, c'est là en l'occurrence le palbociclib plus placebo, versus la trithérapie, fulvestrant, palbo, inavolizib. L'objectif primaire, c'était la survie sans progression, donc tout avec une mutation PIK3CA qu'on recherchait sur ADN tumoral circulant. Ils ont actualisé les données en survie sans progression. Elle est allongée de 10 mois, passant de 7,3 à 17,2 mois. La hazard ratio est à 0,42, donc c'est quand même pas mal. On allonge la survie globale de 7 mois et on repousse de 2 ans l'introduction d'une chimiothérapie. Donc c'est quand même des chiffres intéressants, avec néanmoins une toxicité des mucites, mais le plus important et un peu nouveau pour nous à gérer, c'est les hyperglycémies, 60% d'hyperglycémie. Alors, c'est un PI3 kinase assez sélectif de la sous-unité alpha, donc on a moins d'hyperglycémie qu'avec l'alpélizib ou les plus anciens, mais il y en a quand même. Et il y a 6% de grade 3-4. Et un peu de diarrhée, c'est clairement ça qui va être la toxicité limitante. Surtout, on a vraiment sélectionné les patientes avec une glycémie normale, un taux d'hémoglobine glyquée normal. Donc, les patientes obèses ou en état prédiabétique, ça va poser souci. Mais c'est quand même néanmoins donc une étude qui va changer les pratiques. Je sais que Roche a demandé un accès précoce et un AMM d'ici la fin de l'année. Alors là aussi, ça va très vite. Les CDK4/6 sont utilisés maintenant chez les patientes à haut risque en adjuvant. Il y en a très peu qui l'ont reçu dans cette étude. Mais donc c'est pour ça qu'ils vont mettre un intervalle libre d'au moins 1 an. Et enfin, une dernière étude qui est plus une étude de concept, je vais dire, c'est l'étude Serena. Alors, il faut savoir que sous IA, sous anti-aromatase, on voit apparaître des mutations de SR1 qui codent pour le gène du RE chez à peu près un tiers des femmes et qui sont un des mécanismes de résistance aux anti-aromatases. Ça aussi, c'est un facteur de mauvais pronostic. Et il y a de nombreuses hormonothérapies en voie de développement pour cibler la mutation ESR1, des PROTAC qui ont fait l'objet d'un New England, mais je ne peux pas en parler, c'était une phase 3, et un CERD oral qui est le camizestrant. Et l'idée dans cette étude, c'était de prendre des patientes sous IA-CDK qui n'ont pas évolué dans les 6 premiers mois, puis tous les 2 à 3 mois, de regarder si apparaît la mutation SR1 au niveau de l'ADN tumoral circulant. Si elle apparaît et qu'il n'y a pas de progression clinique ou radiologique, eh bien, on randomisait les patientes entre poursuite du même traitement versus introduction précoce du camizestrant, tout en continuant le CDK4/6. Il a quand même fallu screener un peu plus de 3000 patientes pour que 300 soient randomisées. Donc, c'est quand même un lourd travail de screening. L'objectif primaire, c'était la survie sans progression. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu un crossover, mais donc changer plus précocement quand apparaît la mutation SR1 sans la progression radiologique, eh ben, on allonge la survie sans progression de 9,2 à 16 mois avec un hazard ratio à 0,44. La PFS2 n'est pas mature encore, mais malheureusement pas de crossover et c'est une des grandes faiblesses de cette étude à mon avis. Je passe sur la toxicité. Donc de mon point de vue, c'est une étude intéressante car elle démontre une preuve de concept nouvelle. Elle fait complètement écho à la phase 2 de Padawan conduite par les Français. Mais pour moi, elle ne va pas changer les pratiques actuellement parce qu'in fine, ce qu'il faudrait démontrer, c'est un allongement de la survie des patientes en introduisant très précocement un nouveau médicament. Et puis, c'est une stratégie quand même coûteuse. Voilà, j'en ai fini. Il y a eu 5 New England, je vous en ai mis 2, qui sont rattachés à 2 études dont je vous ai parlé. Voilà, merci. Merci Florence. Des remarques, des questions? Il devait être épais, le numéro du New England qui est sorti. Ouais. Il pesait lourd. Victor. Merci Florence. Moi j'ai une question sur le trastuzumab deruxtecan là en première ligne. Parce que tu dis qu'une partie des patients peuvent être guéris, mais pour moi, j'ai l'impression que la courbe de PFS, j'ai pas l'impression de voir se dessiner de plateau quand même. Alors même si la PFS est extrêmement longue. Si, il va y avoir un plateau. Regarde, il va arriver plus tard peut-être. On a, même en faisant taxane double blocage, on a des patients depuis 7, 8 ans, 15 ans qui n'ont rien.
Et là, on a une étude qui s'appelle ROS, où on regarde si elles ont de l'ADN tumoral circulant, la maladie résiduelle. Si elles ne l'ont pas, on arrête en la recherchant régulièrement. Donc c'est sûr qu'avec le TDXD, on va y arriver. Et les longues répondeuses, ça va être en plateau comme ça. La durée de traitement va se poser parce que... Ouais, on peut, et puis, très long, là, comme traitement. Voilà, j'ai parlé des PID, grave, mais il y a quand même une tox digestive, il y a une asthénie, on ne peut pas le prolonger ad aeternam. Hein. Dans cette étude, moi j'ai une patiente, elle a eu 4 TDXD, une PID à grade 2, on a arrêté, elle a plus de 3 ans, elle fait juste l'Herceptin et ça n'a rien repassé. 4 shoots. Hein. C'est un sacré médicament, mais toxique. Hein. Donc, ça transforme le pronostic de ces maladies. Ouais. Et ça ouvre d'autres questions, plein d'autres questions derrière. Pas d'autres questions, remarques? Ok, moi je prends mon chronomètre. Donc, je vous propose de passer au digestif côté non colorectal. Merci, super. Hop. Et on va partir sur reprendre des petites notions œsophage. Soit on le traite quand c'est des formes localisées par de la radiochimiothérapie préopératoire puis la chirurgie. Soit quand ce sont des adénocarcinomes, on peut aussi prendre le référentiel de l'estomac qui remonte le long de l'œsophage, c'est-à-dire non pas de faire de la radiochimiothérapie avant de les opérer, mais faire une chimiothérapie périopératoire avant-après. Et donc, il y avait un grand débat, est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre quand on est un adénocarcinome de l'œsophage ou de la jonction? Débat qui avait été plus ou moins clos par l'étude ESOPEC qui avait randomisé ces deux stratégies. Donc, j'ai un adénocarcinome de l'œsophage ou de la jonction, soit je fais la sauce radiochimio pré-op, soit je fais de la chimiothérapie périopératoire. Donc, c'est le combat des oncoradiothérapeutes contre les oncomèdes, et ce sont les oncomèdes qui ont gagné, puisque c'est la stratégie périopératoire qui a montré un avantage en survie. Et donc, c'est quand même, dans la majorité des cas, notre standard. Et donc, il y a juste une actualisation de cette étude parce qu'il y a toujours la remarque que la radiochimio pré-op, ça permet quand même un meilleur contrôle local et probablement de moins de récidives loco-régionales. Et donc, on a eu les résultats de cette étude en termes de mode de récidive. Donc, ça a été fait chez le sous-groupe des patients qui ont effectivement été opérés et qui gardaient le bénéfice de la chimio péri-op par rapport à la radiochimio pré-op. Et vous voyez que la stratégie péri-op de chimio oncomède qui est en orange, elle montre bien qu'il y a moins de récidives à distance que de faire de la radiochimio pré-op. Mais en revanche, panneau de droite, ça n'altère pas le taux de récidive loco-régionale. Voilà, donc c'était pour enfoncer un petit peu le clou sur des résultats relativement intéressants. On passe à quelque chose par contre qui est nouveau et qui est une étude qui a été présentée en plénière et publiée dans le New England, qui est l'étude Matterhorn et qui s'adresse toujours au cancer localisé, donc accessible à de la chirurgie de l'estomac. Là, on est vraiment dans l'adénocarcinome gastrique et donc on fait ce fameux FLOT, cette fameuse chimiothérapie périopératoire qui est le standard, 4 cures avant, 4 cures après. Et cette étude a posé la question de l'intérêt de rajouter l'immunothérapie, puisque en situation métastatique, comme dans plein d'autres pathologies, rajouter l'immuno à la chimio, ça fait mieux. Donc évidemment, en situation résécable du périopératoire, la question se posait. Il y a 3 grosses études de phase 3 qui sont en cours ou qui ont été faites. Une première dont on connaît les résultats avec un schéma de chimio qui était sous-optimal, qui est négative, même si ça fait mieux, ce n'est pas statistiquement différent. Une deuxième qui est Matterhorn, dont on va voir les résultats définitifs et qui est positive. Et une troisième dont on attend les résultats, mais dont on a eu des résultats préliminaires sur la première partie, qui est la stérilisation de la pièce opératoire, qui était majorée quand on rajoutait l'immunothérapie. Donc ici, le schéma, c'est de faire ce fameux FLOT, cette chimiothérapie 4 cures avant, 4 cures après, qui est une trithérapie, 5-FU, oxaliplatine et taxotère,
qui cogne un peu quand même. Et on rajoutait du durvalumab dans le bras test, durvalumab qui était fait en concomitant de la chimiothérapie et qui était bien sûr poursuivi après. C'était une phase 3 après 1000 patients avec du placebo, avec un objectif principal qui était la survie sans événement. Et vous voyez les résultats qui sont de façon indéniable en faveur du rajout de l'immunothérapie. Et donc pour nous, ça va être évidemment une modification des pratiques parce que même si on n'a pas des hasards ratios de sein ou de je ne sais pas quel organe, c'est évidemment un avantage évident puisque dès que ces patients rechutent dans le cancer gastrique, après ça va très vite. Donc il faut gagner en adjuvant. Voilà. La petite info, c'est qu'il n'y a pas d'impact du CPS, alors que dans toutes les études en situation métastatique, l'impact de l'immunothérapie rajoutée à la chimiothérapie est dépendant en fonction du CPS. Et bien sûr, plus le CPS est fort, plus il y a d'impact. Et là, vous voyez que ça semble marcher aussi bien pour les très médiocres inférieurs à 1 que les supérieurs ou égal à 1. En termes de survie globale, on n'était pas encore avec suffisamment de recul pour pouvoir donner un résultat. Il y a un avantage qui, pour l'instant, n'est pas significatif, mais sont des résultats qui sont d'objectifs secondaires, même si la survie globale n'est jamais secondaire, et surtout qui ne sont pas encore matures. Donc pour nous, c'est vraiment un changement de pratique qui arrive. Et puis... autre étude, alors toujours dans l'estomac, mais maintenant en situation métastatique, pour le sous-groupe des HER2+, qui représente environ 10% à 15% des estomacs. Avec, là, on est en deuxième ligne. Donc la première ligne, c'est de faire de la chimio et du trastu. Ça fait 15 ans qu'on le sait. On n'a jamais démontré qu'en deuxième ligne, maintenir une pression anti-HER2 avait un intérêt. Donc on ne met pas d'anti-HER2 en deuxième ligne. Et là... et par contre, on a démontré que le trastu d'Eruxtecan avait un intérêt en deuxième ligne, probablement, mais par des études de monothérapie ou randomisées, mais phase 2 et en population asiatique. Et donc, nous, on l'a en accès en troisième ligne uniquement. Et là, ça a été testé en deuxième ligne en population occidentale, enfin globale, dont occidentale, versus la chimiothérapie de deuxième ligne. Et globalement, l'étude est bien sûr positive. Donc, vous voyez le schéma. Ce qui est important, c'est que tous les patients avaient été retestés pour HER2 avant, et c'est des patients qui étaient restés HER2+. Et donc, quand ils sont traités directement en deuxième ligne par du trastu d'Eruxtecan, donc c'est la remontada un petit peu comme dans d'autres pathologies, ça fait mieux que la chimio seule. Voilà. Donc, c'est clair que ça va devenir, pour cette sous-population cancer gastrique, probablement une possibilité thérapeutique et un standard prochainement. Voilà, mais il faut les retester. Ensuite, et je finirai pour vous dire, je vais aller très vite, qu'il y a 2 études positives de phase 3 dans le pancréas, mais aucune application pour nous. Voilà, on le reverra en détail une autre fois pour ceux qui s'y intéressent. Sachez qu'il y a 2 études positives dans le pancréas, phase 3, donc ça c'est toujours alléchant et en fait pas bien du tout, donc on n'en fera rien. 2 études positives dans les voies biliaires et on n'en fera rien non plus. Voilà, donc je vous ai donné toute l'actualité non colorectale. Et j'ouvre aux questions, s'il y en a. Pas de questions? Alors, dans l'estomac, il y a des cancers HER de l'eau. On est Ça a été testé ou avec le trastu d'Eruxtecan, oui, il y a quelques réponses, mais dans des études voilà, très préliminaires. Donc, ce n'est pas encore du tout une stratégie pour l'estomac, mais ça sera étudié. OK, donc... J'aurais une petite question. Non, parce que je me demandais, est-ce que... on peut imaginer que le trastu d'Eruxtecan remonte jusqu'en première ligne parce que peut-être que la diction oncogénique n'est quand même pas la même que dans le cancer du sein. Donc on aura peut-être besoin d'une chimio standard quand même en association. Oui, alors c'est une très bonne question. C'est clair que ce n'est pas du tout la même. Quand on voit déjà la surexpression HER2 dans les estomacs, c'est très hétérogène. Ça n'a rien à voir avec celle qui est dans le cancer du sein. Et la mise en place de l'étude gastrique 0,5, Destiny Gastrique 0,5, s'est faite aujourd'hui dans le service. Donc oui, ça démarre en association avec une chimiothérapie et l'immunothérapie.
Et il y a 2 grosses études de phase 3 qui démarrent, bien sûr, pour continuer la remontada. On peut passer à la gynéco avec le duo Laurence Gladieff et Guénel. Le duo de d'habitude. Alors à l'ASCO, de temps en temps, il y a des essais chirurgicaux. Il y a des essais chirurgicaux. Il y en a eu 2 l'an dernier avec 2 New England et on attendait depuis très très longtemps. Des essais. Alors là, juste pour rappeler quand même que dans la prise en charge des cancers de l'ovaire, parce qu'on a des nouveautés que sur l'ovaire cette année, le traitement c'est de la chirurgie, de la chimio, des traitements de maintenance. Et la question que l'on se pose depuis très longtemps, c'est dans quel ordre on fait. Est-ce qu'on fait de la chirurgie première ou de la chimiothérapie néoadjuvante? Alors, c'est un peu un marronnier parce que tous les 2 ans, il y a un essai qui sort et tous les 2 ans, il y a un essai qui sort qui est critiqué. Mais on sait très bien que de faire de la chimiothérapie néoadjuvante, on réduit la durée opératoire, on réduit le taux de complications, on réduit le taux de résection digestive. Voilà. Mais les essais qui ont fait l'objet de publications dans le New England jusque-là étaient des essais avec des taux de cytoréduction complète extrêmement faibles. Vous voyez, 17% dans le RTC, 47% dans l'essai italien, mais qui sélectionnent une population avec beaucoup de maladies. Et donc nos copains allemands nous bassinent depuis 20 ans en disant il n'y a qu'eux qui savent faire la chirurgie du cancer de l'ovaire. Et donc ils ont fait cet essai qui est quasi exclusivement allemand. Il y a quelques patients françaises qui sont inclus, sur lequel ils ont sélectionné des centres à très fort débit et avec des critères qualité de chirurgie et avec donc une randomisation entre une chirurgie première et une chimiothérapie néoadjuvante. Alors les Allemands sont comme d'habitude, ils sont un peu sûrs de leur façon de travailler et vous allez voir que ça pose des problèmes sur l'interprétation de cette étude. Voici les résultats sur l'effort chirurgical, des chirurgies de plus de 5 heures, quelle que soit la stratégie. Par contre, on divise bien par 2 le taux de résection digestive quand on fait de la chimiothérapie première. 20% de stomie dans les patients en chirurgie première, ce qui est des chiffres qu'on refuse d'avoir en France, et puis jusqu'à des chirurgies extrêmement agressives, des pleurectomies, des gestes de résection médiastinale qui sont même réalisés en chirurgie première sur des maladies métastatiques sur l'étage susdiaphragmatique, ce qui est de très loin des choses que l'on ne veut pas faire. Et bien cette étude est négative. Cette étude est négative. Alors, chose rigolote, c'est que quand même la personne qui l'a présentée a présenté l'objectif secondaire en premier en disant, vous voyez, elle est positive, alors que l'objectif principal est négatif. Il n'y a pas de différence de survie. Donc, la conclusion, c'est quand on est à un stade avancé, même dans des centres experts, faire la chirurgie première pour tous les malades n'est pas supérieur à la chimiothérapie néoadjuvante. Il y a un petit trend, on va dire, 3 mois de gain de PFS, voilà. Mais une stomie versus 3 mois de PFS, je ne suis pas certain que les patientes peuvent accepter. Alors, il y a des études exploratoires qui initialement étaient des stratifications et qui a disparu dans une version un peu plus tardive de l'essai, ce qui est dommage. Dans les études exploratoires, effectivement, dans les stades 3, dans les stades localisés à l'abdomen, il y a peut-être un bénéfice en PFS et en survie, mais c'est une étude exploratoire. Il y a quand même ce bénéfice de 10 mois en survie globale. Donc les conclusions de Trust, ça confirme toutes les études qu'il y a eu depuis 20 ans, que c'est intéressant de faire la chimiothérapie néoadjuvante. Il faut sélectionner les patients. Il y a quand même ce gain de 10 mois pour les stades 3. Par contre, il y a des défauts. Les Allemands refusent catégoriquement de sélectionner les patientes avec une célioscopie première, ce qui est largement fait partout en Europe, ce qui fait qu'on arrive quand même à 15% de patients qui sont rentrés dans l'étude qui n'étaient pas des cancers de l'ovaire, mais autre chose, dont des cancers digestifs, des cancers de l'endomètre. Qu'on a un taux de cytoréduction complète qui est pas bon, qui est de 60% de cette étude. Le cut-off dans les recommandations européennes, c'est 65% de chirurgie complète. Donc même les Allemands n'y arrivent pas en mettant tout le monde au bloc opératoire dès le début. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, le bras standard a changé quand on fait de la chimiothérapie néoadjuvante. On a 3 essais positifs
en réalisant de la chimio-hyperthermie intrapéritonéale quand on a une patiente avec un stade 3 avec une chirurgie intervallaire. Donc ça va faire discuter beaucoup les chirurgiens et les oncologues médicaux sur la stratégie qu'on doit adopter dans les cancers de l'ovaire avancés. Alors, dans le domaine de la maintenance, c'est sûr que si le bevacizumab et les inhibiteurs de PARP ont permis de faire des progrès incontestables dans la prise en charge de nos patientes, il y a encore des progrès à faire. Et donc, fort logiquement, on s'est posé la question de l'utilisation de l'immunothérapie dans ces situations-là. Il a fallu quand même pas moins de 4 essais, ce qui représente grosso modo 4000 patientes, ce qui est beaucoup pour les cancers de l'ovaire, pour essayer de répondre à la question. Alors, 3 essais ont déjà été présentés et non publiés, et aucun n'a démontré de bénéfice à l'adjonction de l'immunothérapie en combo ou en maintenance. Et donc, on attendait avec impatience les résultats de cette 4e étude, qui est une étude internationale, mais l'idée par le groupe français du gynéco, qui s'adresse donc à des patientes qui ont des tumeurs de haut grade avec des facteurs de mauvais pronostic, qui reçoivent une première ligne de traitement dit standard, c'est-à-dire une chimiothérapie par carboplatine, paclitaxel, avec ou sans bevacizumab. Ça, c'était laissé au choix de l'investigateur. Et elle pouvait être randomisée initialement dans 3 bras, soit ce traitement standard, soit ce traitement standard suivi d'une combinaison par niraparib, soit le traitement standard associé au dostarlimab, suivi d'une maintenance par dostarlimab et niraparib. Mais le design stat de cette étude était particulièrement intéressant parce que quand elle a été mise en place, on savait qu'allaient arriver les résultats des essais de maintenance avec les inhibiteurs de PARP seuls. Et donc, il était prévu de pouvoir fermer le bras chimiothérapie standard pour permettre aux patientes de recevoir le traitement le plus optimal au fil du temps. Et donc, finalement, cette étude compare les 2 bras expérimentaux, NIRA seul ou NIRA en combo avec le dostarlimab, avec comme objectif principal la survie sans progression. Et si elle est positive, on peut aller regarder l'objectif secondaire qui est la survie globale. Alors très rapidement, si on regarde les principales caractéristiques de la population, eh bien, une fois encore, c'est une population de mauvais pronostic, donc c'est une majorité de séreux, de haut grade. Ça correspond aux patientes que l'on traite quotidiennement. Plus d'un tiers des patientes ont un stade 4. À peine un tiers des patientes ont eu une chirurgie première, même avec les limites que viennent de signaler Gwen. Et en fait, quand on fait le calcul différemment que ce qui est présenté dans les tableaux, c'est plus de 60% des patientes qui ont une chirurgie avec résidus. Donc ça, c'est la population la pire en termes de pronostic. À peu près la moitié ont reçu du bevacizumab. Et si on regarde le profil tumoral, il y a une petite sous-représentation de la population HRD, qui représente habituellement plus de 50% de la population. Et vous voyez, il y a pas mal de statuts HR qui sont indéterminés, 19%. Alors, avec un recul de 53 mois, si on regarde l'objectif principal, qui est donc la PFS, il est positif, parce que vous avez un hazard ratio à 0,85 avec un petit p à 0,03. Alors, on est sous la dictature, je ne peux pas m'empêcher de le dire, on est sous la dictature de l'hazard ratio et du petit p depuis des années, mais il faut aller regarder les chiffres. Et quand on voit les chiffres qu'a présenté Florence pour la CENO en particulier, et qu'on voit les nôtres, on passe de 19,2 mois à 20,6 mois. Bénéfice 1,4 mois pour 3 ans de traitement. Et vous voyez très bien que les courbes sont complètement superposées. Si on va regarder l'objectif secondaire qui était la survie globale, il n'y a pas de différence en termes de survie globale avec une maturité suffisante, mais le problème des survies globales, effectivement, c'est le problème des traitements qui sont faits derrière. Et quand les patientes n'ont pas eu d'inhibiteurs de PARP en première ligne, elles l'ont à la rechute dans la très grande majorité des cas. Il n'y a pas de toxicité inattendue avec chacun des traitements utilisés. Il n'y a pas de différence en qualité de vie. Et donc, clairement, il n'y aura pas de changement de pratique. Et paradoxalement, c'est une étude positive qui va définitivement écarter la place de l'immunothérapie, en tout cas inhibiteur des points de contrôle immunitaire, dans les traitements de maintenance des cancers de l'ovaire de haut grade. Mais donc, on a encore du travail et d'autres pistes à fouiller. Et comme il n'y avait plus de place dans le New England spécial ASCO, eh bien, on a publié dans Annals of Oncology. Voilà. Des questions?
J'ai pas forcément bien compris quel était l'objectif de l'étude chirurgicale. Qu'est-ce qu'il voulait démontrer comme supériorité? Alors pour tout te dire, il a fallu que j'aille creuser pour retrouver les protocoles initiaux parce qu'ils n'ont jamais publié. Le but était de montrer qu'en faisant une chirurgie première, on gagnait 15 mois de survie par rapport à une chimiothérapie néoadjuvante, en considérant que la chimiothérapie néoadjuvante est une erreur stratégique. C'est la version allemande. C'est ce qui est assez anti-oncologique dans le concept quand même. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Alors, reste que on va rester sur ce que l'on fait actuellement, c'est-à-dire trier les patients sur la cystoscopie, être raisonnable dans la chirurgie première et réserver des chimiothérapies néoadjuvantes aux patientes qui sont altérées ou aux patientes à qui on ferait des chirurgies mutilantes. On voit, ils n'ont pas montré leur taux de colectomie totale, qui doit être un taux hallucinant en connaissant bien les Allemands. Mais voilà, 20% de colostomie chez des patientes en chirurgie première, c'est de la vraie mutilation. Instinctivement, on serait plus attendu à un bras chirurgical qui serait en dessous. Paradoxalement, il n'est pas en dessous. Il ne fait pas globalement moins bien. Mais il n'est pas globalement moins bien, mais c'est la stratégie de la chirurgie ultra agressive pour tout le monde qui est moins bien. Ça, c'est certain. Parce qu'en termes de qualité de vie et de séquelles de la chirurgie, il n'y a pas photo par contre. Alors, le temps que Damien finisse d'installer ses diapos, peut-être que la différence par rapport à d'autres pathologies sur l'idée de commencer par la chirurgie ou de commencer par la chimiothérapie, c'est vraiment une question de volume tumoral et d'extension de la maladie à l'intérieur du péritoine. Peut-être un des facteurs qui peut l'expliquer. Ah, Damien, on te laisse le micro quand même. Donc on passe à la partie urologie. Merci beaucoup à Damien. Alors, pas de New England, pas de Blood, tout ça cette année en urologie. Il n'y avait pas de grosses coupes. Alors j'ai trouvé quand même 2-3 choses à vous dire, dont une dans les carcinomes urothéliaux, alors qui est dans une situation qui n'est pas forcément en tout cas notre quotidien aujourd'hui, c'est les T-vénimes, c'est-à-dire c'est les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, qui sont plutôt des maladies de l'urologue, puisque c'est les tumeurs qui n'infiltrent pas dans la paroi vésicale jusqu'au muscle de la paroi. Donc les TA, CIS in situ, et puis les T1. Et après, nous on intervient plutôt aujourd'hui à partir du T2. C'est des maladies qui vont être traitées par résection, BCG, mais qui ont un taux de récidive assez élevé, et avec éventuellement une cystectomie ou la progression vers de l'infiltrant, des métastases. Voilà. Donc il y a pas mal d'essais qui sont en cours, dont un français académique et l'essai Alban, dont on devrait avoir les résultats présentés probablement dans l'année. Il y en a d'autres, dont celui-là qui a été présenté. Alors les premiers résultats ont été présentés quelques semaines avant, mais à l'AUA, qui est le congrès américain d'urologie. Et puis il y a d'autres données un peu plus complémentaires qui ont été présentées à l'ASCO, donc je vous l'ai mis quand même, parce que c'est potentiellement un des essais qui va changer la prise en charge chez ces patients et éventuellement amener, on verra un peu l'organisation, amener les patients vers l'oncologie médicale éventuellement. Donc c'est un essai assez classique de phase 3 avec un bras A de immunothérapie, donc inhibiteur de PD1, le sasanlimab, plus BCG endovisical. Donc BCG, période d'induction, c'est plusieurs semaines à suivre. Et puis il y a ce qu'on appelle la période de maintenance, ça c'est le traitement standard, des instillations vésicales pendant plusieurs mois en maintenance. Et puis le bras standard, c'est celui d'en bas, le bras C. Et puis il y avait un bras B un peu exploratoire où ils ont enlevé la maintenance pour voir si vraiment continuer le BCG était nécessaire. Et donc dans une maladie localisée avec un potentiel de récidive, le local, c'est l'objectif, il est surtout le contrôle local. Donc c'est la survie sans événement, donc sans récidive dans la vessie, sans apparition d'infiltrants, sans métastases. Et en fait, l'ajout de l'immunothérapie a augmenté la survie sans récidive, enfin sans événement, de façon significative. Et les données qui ont été rajoutées à l'ASCO, en fait, ce sont celles-ci, puisqu'en gros, de façon schématique, il y a des TA, donc qui sont assez superficiels, les T1 qui vont un petit peu plus en profondeur dans le chorion, et puis les CIS, donc les tumeurs in situ.
qui ont des pronostics différents. En fait, le bénéfice, manifestement, il est essentiellement pour les CIS et les TA, et beaucoup moins pour les TA. Donc ça, c'est vraiment une information importante. Et ce qu'on a eu également, c'est le fait que l'expression de PDL1 en fait n'avait pas de caractère prédictif de l'intérêt de rajouter l'inhibiteur de PD1 chez ces patients-là. Voilà. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose qui va changer un petit peu les choses. Et autre information importante, c'est celle-ci, en fait, c'est l'analyse du bras B là, dont je vous parlais avec sans maintenance. Et en fait, les patients qui n'ont pas eu de maintenance ont eu, il n'y a pas le bénéfice apporté par l'immunothérapie. Donc le BCG en maintenance garde son intérêt. Voilà, donc globalement, c'est possiblement une stratégie qui va changer. Alors, je ne vous ai pas mis les données de tolérance. En gros, il y a la tolérance habituelle du BCG plus celle de l'immunothérapie chez les patients qui ont des maladies qui sont à haut risque quand même dans ces tumeurs de vessie non infiltrantes, mais qui, pour la plupart, ont des évolutions locales. Donc, il faudra peser aussi la balance bénéfice-risque avec la tolérance de l'immunothérapie, mais bon, qui n'est pas rédhibitoire. Donc c'est potentiellement quand même une combinaison qui va changer un petit peu les choses chez ces patients-là. Je pense qu'on va surtout attendre aussi les 2-3 autres essais qui sont très proches de ceux-là, dont celui français, pour voir si effectivement les résultats sont confirmés dans les autres études. Voilà. Pour ce qui est de la vessie, l'urothélial, c'était globalement les seules choses très marquantes. Pour ce qui est de la prostate, donc pour rappel, pour ceux qui n'ont plus trop de notion de la prostate, donc aujourd'hui en termes thérapeutiques, alors, on a plein de traitements différents, mais on a notamment les inhibiteurs de PARP, avec l'olaparib chez les patients mutés BRCA, et puis on a également des combinaisons d'hormonothérapie et d'inhibiteurs de PARP, soit le niraparib, l'olaparib ou le talazoparib, dans des populations un peu différentes, dont les populations qu'on appelle all comers, là donc mutés BRCA ou mutés HRR non BRCA, voire aucune mutation. On a eu plusieurs essais, on va passer rapidement. Suivant les designs d'essais, les résultats, on a des AMM différentes. Donc vous voyez, soit pour les patients avec une mutation HRR+, pour le niraparib, associé à l'abiraterone, et puis éventuellement pour tout patient, avec la question quand même, chez ces patients qui ont été complètement mélangés. Alors il y a un rationnel donc, que je passe pour dire que associer les deux, même chez les patients qui n'ont pas de mutation HRR, ça permet de diminuer l'apparition des résistances à l'hormonothérapie. En tout cas, sur le papier, il y a un rationnel. Est-ce qu'il existe? En pratique, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a des années même qui ont été données alors que les patients ont tous été mélangés. Et on sait que les inhibiteurs de PARP vraiment ont un effet majeur chez ces patients-là. Et donc, on se pose vraiment la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment le donner à tout le monde? Et donc, on a eu ces résultats-là. Alors, je passe très rapidement de sous-groupes. Et en fait, globalement, on voit que les patients qui bénéficient essentiellement, c'est BRCA, CDK12, c'est vraiment ceux pour lesquels on peut se poser la question de donner, et éventuellement pas le B2, en sachant que c'est des mutations assez rares, donc sur le plan statistique, c'est difficile. En tout cas, je pense qu'il faut se poser la question. Et je vous l'ai mis, cette étude-là, parce qu'en fait, on a eu en parallèle les résultats d'une autre phase 3, puisqu'un petit peu comme dans tous les organes, les médicaments remontent les lignes. Et donc, on a eu le résultat de la phase 3 amplitude, qui est pour les patients métastatiques sensibles à la castration, donc d'emblée. Et donc, en fait, les designs ont été faits un peu pareil. Alors, le niraparib, vous voyez, c'est comme dans Magnitude, c'est les patients avec une mutation HRR quand même, donc design classique de phase 3, niraparib plus abiraterone ou placebo plus abiraterone, à chaque fois avec la castration. Et puis l'objectif, c'est la survie sans progression radiologique, pas sur le PSA, des choses comme ça. Et en fait, l'étude est positive. Vous voyez que ça, c'est le groupe BRCA muté. Vous voyez que la différence, elle est beaucoup plus importante que chez les autres patients non BRCA, avec une différence quand même qui est significative. Donc, voilà, une étude qui est positive, sans bénéfice pour l'instant sur la survie globale, en sachant que le follow-up est un peu court, donc il faudra attendre avec un peu plus de recul, mais c'est
possiblement l'arrivée des inhibiteurs de PARP plus tôt dans la prise en charge. Et se posera la question de la tolérance, parce que c'est des patients qui vivent très longtemps avec leur monothérapie. Vous voyez que la médiane de survie, là, elle n'est pas atteinte à 4 ans, déjà avec leur monothérapie. Donc c'est potentiellement des patients qui vont avoir des inhibiteurs de PARP pendant 4, 5, 6 ans, avec la tolérance hématologique qui va avec. Et pour le cancer du rein, j'ai mis juste une slide, c'est les données de survie, parce que quand même on est assez jaloux des dermatologues. Et donc on a des données de survie de l'IPI-niveau à long terme, à 9 ans maintenant. Et ça, vous voyez qu'on a un plateau aux alentours de 30% à peu près à 9 ans de patients en vie. En sachant, j'ai enlevé des slides, mais sachant qu'on a d'autres associations, en gros, anti-angiogéniques plus une inhibiteur de PD1. Et en fait, on n'a quand même pas ce plateau-là. Alors, il y a moins de recul en plus, mais on a vraiment des patients qui probablement sont guéris avec l'IPI-niveau dans le rein, comme on avait déjà avec l'interféron IL-2. Même chose, ça c'est la PFS. On a vraiment un plateau à long terme qui ne bouge pas. Donc, on va passer ici. Merci Damien. Des questions pour l'Iro? Du coup, je me mets un peu à jour sur l'Uro, mais du coup, dans la prostate métastatique, vous cherchez à tout le monde les anomalies de recombinaison homologue là? Eh ben, alors, en théorie, on n'a plus besoin en fait pour les résistants à la castration. En théorie. Ah oui, parce que c'est pour tout le monde. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux le donner à tout le monde. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails, mais les essais, ils ont été construits il y a quelques années, quand les patients en sensibilité à la castration n'avaient pas encore d'hormones orales en plus de la castration. Maintenant, ils en ont tous. En fait, les patients des essais, en gros, n'existent plus. Voilà. Et quand tu vois le bénéfice, il est essentiellement pour les BRCA mutés, peut-être certains HRR. ATM, on sait que ça n'a aucun intérêt. En tout cas, en monothérapie, en combinaison, on ne sait pas vraiment. Donc, sur le plan thérapeutique, je pense vraiment qu'il faut le chercher, quoi. Enfin, c'est quand même des médicaments contre la tox, à la fois clinique, mais aussi financière. Donc, et a fortiori, probablement pour les sensibles à la castration, parce que donner un médicament pendant 5-6 ans. Et puis après, il y a le conseil génétique familial quand même. Il y a 20% des patients des prostates qui ont des gènes de prédisposition, BRCA, mais autres aussi. Donc il y a ce versant-là. Et on peut passer par le somatique et orienter pour éviter de surcharger les consultations oncogénétiques. C'est important. Rajouter un mot, en fait, les essais d'inhibiteurs de PARP n'ont pas été construits de la même façon dans l'ovaire et dans la prostate. Parce que dans l'ovaire, ce qu'on cherche, c'est vraiment les anomalies de la combinaison homologue. Donc, on a un test d'instabilité génomique qu'on associe aux mutations BRCA pour avoir un profil recombinaison homologue fonctionnel ou pas. Dans les cancers de prostate, c'est les gènes de la recombinaison homologue qu'on analyse. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est parce qu'il faut pas se faire piéger par cette similitude de terminologie, parce que pendant un certain temps, on a vu arriver des patientes avec des cancers de l'ovaire, on avait un profil HRR. En fait, pour nous, en gynéco, le profil HRR, ça nous dit la patiente est mutée BRCA ou pas BRCA. Et puis, comme l'a dit Damien, après, ça peut aussi nous orienter vers la consulte oncogénétique. Il y a d'autres gènes mutés, mais c'est pas la même chose. HRR, c'est le panel des gènes impliqués dans la recombinaison homologue. HRD, c'est une combinaison du statut BRCA et d'un score d'instabilité génomique. Oui, merci pour cette précision. Alors le score, il a été un peu évalué dans certaines études, mais de façon rétrospective. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Je l'avais découvert parce que je ne sais plus qui vous fait les scores HRR au labo. Il me l'avait fait pour une prostate, tout ça. Bon. Donc, je vais vous faire le colorectal. J'avais laissé le nom de Nadim, mais je savais que Nadim ne pouvait pas venir depuis un petit moment, mais je ne voulais pas faire apparaître 2 fois mon nom pour pas trop vous dégoûter. Donc, voilà. Alors, attendez, hop, chrono. Des infos intéressantes. La première, c'est sur l'activité physique, voire sportive.
Alors c'est une tarte à la crème, mais là aussi, Oral, New England, c'est une première étude quand même de ce type, canadienne, prospective, randomisée, qui a évalué un vrai programme d'activité physique chez les patients qui ont un cancer du côlon, stade 3, c'est-à-dire des cancers du côlon réséqués, avec un risque de rechute, donc qui ont une chimiothérapie adjuvante classique après. Et 2 à 6 mois après la fin de la chimiothérapie adjuvante, dans ce créneau, ils rentraient dans un programme d'éducation physique. Alors, je vous passe les détails. Il y avait soit le bras contrôle qui était, on vous conseille d'avoir une activité, on vous donne des conseils, on vous donne plein de trucs et on vous stimule, mais ça s'arrête là. Soit vraiment du coaching présentiel, avec des séances présentielles, virtuelles, et une évaluation de la majoration de l'activité physique avec un objectif qui était défini, et une activité physique qui au total n'est pas je me lève pour aller acheter la baguette, mais qui est une vraie activité physique, puisque ça correspondait à peu près à 3 à 4 jogging de 30 minutes ou 3 à 4 jours de 1h30 de marche vraiment active par semaine, hein. Donc c'est pas rien du tout. Près de 900 patients qui ont été inclus, et vous voyez qu'en termes de rechute, de survie sans de DFS, quoi, eh bien, avoir une activité, ça fait gagner vraiment un pourcentage important, et c'est assez impressionnant, ça fait moins rechuter de façon très importante. Voilà. C'est à peu près le gap qu'on trouve avec de la chimiothérapie adjuvante, donc ça vient s'additionner. Et puis, ça fait gagner en survie globale. Bien sûr, on fait moins de cancer de la prostate, du sein, moins de maladies cardiovasculaires. Donc, franchement, un signal qui est quand même important. Alors, est-ce qu'on aura les coachs remboursés par la Sécu, le truc, le machin? C'est autre chose, hein, mais bon, voilà. C'est une démonstration, en tout cas, qui est importante. Deuxième étude importante aussi, qui était le LBA numéro 1 de l'ASCO, qui est en plénière. C'était toujours en situation adjuvante pour ces cancers du côlon stade 3 qui sont opérés, mais qui sont de phénotype DMMR. Vous savez, c'est 15% des cancers du côlon qui sont, en tout cas en situation métastatique, hypersensibles à l'immunothérapie. Et donc là, ça posait la question de l'intérêt de rajouter de l'immunothérapie en adjuvant, en plus de l'adjuvant classique, qui est une chimiothérapie de type FOLFOX 6 mois. C'est l'étude atomique. Et ce qui était assez intéressant, c'est que c'était une étude académique payée par les associations de patients. Bref. Objectif principal, survie sans rechute. Et vous voyez qu'il y a un gain en survie sans rechute évident en rajoutant l'immunothérapie. Donc on pouvait peut-être s'en douter, mais voilà, c'est fait. Post-opératoire, vous rajoutez de l'immunothérapie et il y a un gain qui est évident en situation adjuvante. Alors, juste le petit, pas un bémol pour cette étude, elle est très bien, mais dans la stratégie, finalement, vous savez que c'est le néoadjuvant qui nous intéresse, parce que probablement en les traitant par immunothérapie avant de les opérer, on fait fondre la tumeur. Dans 2/3 des cas, il y a une stérilisation complète de la pièce opératoire, et c'est probablement cette approche néoadjuvante qui va se développer plutôt que l'approche adjuvante, mais néanmoins, on va toujours avoir des patients qui vont arriver, qui ont été opérés, et pour l'instant, tant que l'approche néoadjuvante n'est pas validée, elle n'est pas encore, il y a encore un essai randomisé qui est en cours. Bien sûr, ça, c'est un standard actuel. Je passe au cancer colorectal maintenant en situation métastatique. Et on va de nouveau s'intéresser à ces cancers de phénotype DMMR qui représentent une petite minorité de l'ensemble des cancers colorectaux métastatiques, mais pour lesquels on sait maintenant depuis un bon moment que faire de l'immunothérapie par rapport à de la chimiothérapie, ça fait bien mieux, c'est absolument impressionnant, et on arrive à guérir des patients en situation métastatique avec de l'immunothérapie lorsqu'il y a ce phénotype. Et donc le pembrolizumab a son AMM, et c'est quelque chose que l'on prescrit en première ligne. Cette étude 8HW, dont on avait déjà eu des résultats, évaluait l'intérêt d'une double immunothérapie, l'IPI-NIVO. Alors ça, c'est par rapport à la chimiothérapie, donc évidemment que ça fait bien mieux. On savait déjà que la simple immuno, ça faisait bien mieux. Ce qui était intéressant comme résultat qu'on a eu, parce que ceux-là, on les connaissait, c'était la PFS2, c'est-à-dire qu'en première ligne, les patients qui sont traités en première ligne et qui reçoivent de la chimiothérapie font moins bien, mais 70% de ces patients qui reçoivent la chimiothérapie en première ligne quand ils progressent reçoivent de l'immunothérapie derrière.
Et en fait, ça montre que malgré tout, même si une majorité des patients recevaient quand même de l'immunothérapie derrière, ça ne rattrape pas et que la courbe immunothérapie d'emblée, elle fait bien mieux sur la PFS2, donc c'est absolument indiscutable. Après, ça, c'est la courbe, vous voyez, c'est double immuno versus simple immuno, IPI niveau versus niveau. Il faut faire de la double immuno à tout le monde en première ligne pour l'instant, même si on n'a pas encore l'AMM. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, je terminerai sur une dernière étude dans le cancer du côlon qui va changer aussi nos pratiques. C'est l'étude Breakwater qui s'intéresse aux environ 10% des cancers colorectaux qui ont une mutation BRAF V600E, pour lesquels on sait que les thérapies anti-BRAF sont efficaces, et notamment l'encorafenib, en tout cas associé au cetuximab, parce qu'il y a une boucle de rétrocontrôle qu'il faut bloquer. Et donc, l'encoraf-cetuximab, c'est déjà un traitement de référence de deuxième ligne dans les cancers colorectaux BRAF V600E mutés, qu'on traite en première ligne par une chimiothérapie, trichimio ou bichimiothérapie, et qui, en deuxième ligne, dans le cas de l'AMM, reçoivent encoraf-cetux. Et la question qui se posait, c'était de remonter cette thérapie ciblée dès la première ligne, mais en association avec la chimiothérapie, c'est-à-dire tout faire en première ligne. Et c'est l'objet de l'étude Breakwater, qui est une étude positive et qui a évalué en fait 3 bras. Alors le bras de contrôle qui est la chimio en première ligne, et puis le bras bleu là qui est l'association de tout, chimio plus encoraf-cetux. Et vous voyez qu'il y avait un 3e bras qui était juste l'encoraf-cetux sans chimio également, dont on va voir quelques résultats. L'objectif, c'était la survie sans progression, l'objectif principal. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo, qu'il faut rajouter l'encoraf-cetux à la chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule. Il y a un avantage qui est absolument indéniable. Et quand on regarde les patients du bras qui ne recevaient que la thérapie ciblée, là qui apparaissent en orange, vous voyez finalement que le bénéfice du bras chimio plus thérapie ciblée, il vient vraiment de l'association de tout, et ce n'est pas la thérapie ciblée, ce n'est pas juste l'encoraf-cetux tout seul qui fait mieux, tout seul il ne fait pas mieux, c'est vraiment la synergie avec la chimio. Voilà. Alors, vous avez aussi un impact en termes de survie globale qui est évident. Et vous voyez surligné en bleu sur le fond jaune qu'on atteint une médiane de survie globale de 30 mois, qui est celle qui est du jamais vu dans les adénocarcinomes BRAF mutés, qui sont des adénocarcinomes beaucoup plus agressifs, avec une médiane de survie bien moindre que d'habitude, enfin que pour les autres. Et donc, on réverse complètement ce facteur de mauvais pronostic en les traitant d'emblée par l'association encoraf-cetux plus chimiothérapie dès la première ligne. Donc, c'est vraiment un changement de pratique qu'on a adopté déjà, pour tout vous dire, pour nos patients. Voilà. Et j'ai terminé pour le colorectal. Et sauf s'il y a des questions brûlantes, on va passer à la phase 1. Une remarque hyper rapide. C'est juste pour rappeler que l'essai que tu as présenté en premier pour l'intérêt de l'exercice physique, c'est exactement l'étude Progress qu'a monté Stéphanie Mouton, qui est proposée dans les essais dans les tumeurs gynéco. Et c'est donc vraiment un petit coup de booster pour qu'on n'oublie pas de proposer cette étude. Oui, tu fais bien, d'autant plus qu'en fait, elle s'ouvre. Est-ce qu'elle est co-cancer gynéco? Je ne crois pas. Maintenant, elle est ouverte à à tous. Et ça nous permettra, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de possibilité, en dehors de l'essai, de leur donner vraiment un appui, un coaching aussi appuyé, quoi. Pour l'instant, on n'est pas organisé comme ça, quoi. Iphigénie, c'est à toi, merci. Merci. Alors, côté phase 1, il n'y a pas eu vraiment de grandes nouveautés. Les études se sont plus focalisées sur optimiser le ciblage des cibles qui ont émergé ces dernières années. Et peut-être la seule nouveauté était les résultats du bispécifique dans la prostate qui a attiré mon attention et dont je vous présenterai les résultats. Mais déjà, si on commence sur les premiers essais qui ont été présentés sur comment essayer de mieux cibler les nouveaux marqueurs qu'on a identifiés ces dernières années, on a eu 2 essais sur des ADC ciblant HER3.
Alors, ce sont tous les deux des ADC à base d'inhibiteurs de topoisomérase 1, comme on a l'habitude d'en avoir. En quoi ils diffèrent des autres ADC? Donc, le DB 1310 est un ADC qui en fait va se fixer sur l'épitope de la partie 1 du récepteur HER3, qui lui permet de bloquer du coup à la fois l'interaction HER2 HER3 et donc l'interaction avec le ligand énergie. Mais il laisse quand même de la place sur le récepteur et il peut être donc combiné avec d'autres ADC et il peut aussi être combiné avec des inhibiteurs de GFR oraux. L'autre ADC s'appelle Isabren et donc lui c'est un ADC bispécifique, c'est-à-dire qu'il cible non seulement HER3 mais aussi EGFR. Donc tous les deux sont à base sont chargés avec un inhibiteur de topoisomérase 1. DB1310 c'est focalisé sur une population vraiment de toute tumeur solide. Et par contre, l'étude avec Isabren s'est focalisée uniquement sur les cancers du poumon qui avaient des altérations moléculaires autres que les deux anomalies EGFR qui sont notées là-dessus. Quand on regarde le profil de toxicité, puisque en fait ces deux ADC, ils ont la même charge en inhibiteur de topoisomérase, donc ils ont une charge un drug antibody ratio de 8. En fait, ils ont des toxicités qui sont assez similaires et des toxicités qui sont similaires à celles qu'on a avec les inhibiteurs de topoisomérase 2. Pour ce qui est de la PID, ils ont donné les chiffres de la PID grade 1 et 2 confondus, c'était 9% pour DB1310. Et pour l'autre étude, ils ont donné que les chiffres de PID de grade 2, donc on suppose qu'il n'y a eu que un grade 2, donc un chiffre assez faible, mais un effectif qui était quand même assez restreint sur cette population. Lorsqu'on regarde les réponses, en toute tumeur solide, DB1310 a un taux de réponse de 38%, avec donc une activité sur plusieurs types de cancers. Et l'autre ADC, qui était donc sur cette population de cancer pulmonaire assez spécifique, avait un taux de réponse de 46%. Je n'ai pas pu vous montrer les résultats, mais DB1310 a montré des résultats encore plus intéressants sur la population de patients mutés EGFR porteurs de cancer pulmonaire. Mais donc tout ça, c'est pour dire que HER3 n'a pas dit son dernier mot et qu'on va se retrouver avec pas mal de stratégies. À l'heure actuelle, à l'IUCT, on a l'étude RTNA qui aura des nouvelles cohortes qui vont ouvrir à l'automne. Passons maintenant à PRAM. Donc PRAM fait partie des cancers testis-antigènes et elle est exprimée sur plusieurs cellules cancéreuses via le système donc HLA et elle peut être reconnue par les lymphocytes T si elle est exprimée par le complexe donc HLA 0201. Et donc là, ils ont designé un CAR-T-cell anti-PRAM qui vient donc reconnaître ce complexe PRAM-HLA. L'étude a été faite en toute tumeur solide, mais seuls les résultats sur le mélanome cutané et uvéal ont été présentés. Et donc, les patients étaient screenés sur deux facteurs. Le premier, c'était donc l'expression de PRAM sur la tumeur. Et le deuxième, c'était la présence donc, de ce sous-type HLA particulier. Et j'attire votre attention sur le fait que ce facteur est assez discriminant, puisque les chiffres qu'il nous donne ici, c'est que dans la population européenne, il n'y avait que 48% des patients qui avaient ce statut HLA. Le design, après, reste un design de CAR-T-cell classique et les résultats sont très intéressants à tel point que Cécile voulait qu'on ouvre l'étude dès le lendemain sur le centre, puisque vous voyez 50% de réponses dans le mélanome cutané, 67% de réponses dans le mélanome uvéal. Et comme tout CAR-T-cell qui se respecte, ce sont des réponses durables, puisque le patient, une fois qu'il a terminé sa séquence de traitement, en fait, il continue à répondre pendant presque un an, parce que vous avez une durée médiane de réponse de 12 mois. Et donc, il y a la phase 3 qui est déjà en cours en Europe sur plusieurs centres en Allemagne notamment. Alors, à l'IUCT, pour le moment, pour la stratégie PRAME, on a donc un anticorps bispécifique qui cible donc PRAM et qui est un T-cell engager. Et donc, ce marqueur n'est pas présent uniquement que sur les tumeurs mélanocytaires, il est aussi présent sur des cancers gynéco. Mais comme on l'a vu, c'est important de pouvoir prescreener vos patients sur ce fameux statut HLA. Donc, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer
pour qu'on fasse ce prescreening. Côté thérapie ciblée, donc il y a BMS qui a présenté leur inhibiteur, ce qu'on appelle un inhibiteur MTAP. Alors c'est un abus de langage de dire tellement inhibiteur MTAP. MTAP est en fait un gène qui code pour la protéine MTAP, qui permet de dégrader en fait le MTA. Et le MTA, quand il n'y a pas donc MTAP, quand il y a une délétion homozygote de MTAP, il y a une accumulation de ce MTA qui se fixe sur une autre protéine qui s'appelle PRMT5. Et en fait, ce complexe intervient dans la promotion de la prolifération des cellules cancéreuses. Et donc, le médicament de BMS vient bloquer ce complexe. Ils ont donc fait leur étude en toute tumeur solide sélectionnée. Donc, vous voyez, il y avait des cancers du poumon, des pancréas, cholangiocarcinome. Donc, c'était des patients qui étaient par contre sélectionnés sur ce statut de délétion MTAP homozygote. Et on a un taux de réponse de 30% et surtout une durée de réponse médiane de 10 mois. Donc, ça fait quand même, pour des patients qui sont multitraités, une durée de réponse qui est non négligeable pour ces patients-là. Côté poumons, on retrouve pour la sous-population des poumons les mêmes résultats avec 30% de taux de réponse et cette belle durée de réponse. Et donc, ça nous amène au fait qu'on a une étude avec un inhibiteur MTAP qui cible les cancers pulmonaires et les cancers de la vessie. Et donc, il y a besoin de faire le prescreening de ce statut MTAP. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer aussi vos patients pour qu'on puisse éventuellement leur proposer cette étude. Et maintenant, on va passer à cet essai de phase 1 qui a attiré mon attention parce que c'est vrai que les immunomodulateurs dans la prostate, on n'en parle pas beaucoup. Et là, en fait, il s'agit d'un anticorps bispécifique qui cible une protéine qui s'appelle KLK2. Cette protéine a la capacité d'être exclusivement exprimée sur les cellules cancéreuses de la prostate par rapport, par exemple, au PSMA qui est plutôt exprimé sur les cellules, qui peut être exprimé sur les cellules saines. Et donc, ils ont fait cette étude en ambulatoire. Donc, j'ai trouvé ça assez surprenant parce que pour un bispécifique, faire l'étude uniquement en ambulatoire, en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça. Ils ont d'abord fait un schéma, donc en gris, ils ont commencé avec une injection sous-cutanée et un schéma de traitement avec des doses de step-up en sous-cutané. Et ensuite, ils ont fait évoluer le protocole pour avoir un schéma en dose IV qui leur permettait d'avoir des doses plus importantes et d'espacer surtout les injections. Les patients étaient prémédiqués uniquement pour les phases de step-up, donc les premières injections de l'administration du bispécifique. Et on voit en fait sur le profil de toxicité qu'il n'y a eu que 4 CRS de grade 1 dans la population RP2D. Donc 4 CRS de grade 1 et aucune utilisation de tocilizumab, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu pour une étude avec un bispécifique CD3 engager. Donc vraiment un profil de toxicité tout à fait surprenant, surtout pour une population âgée avec une médiane de 70 ans et lourdement prétraitée puisqu'ils avaient 4 lignes au moins, 4 lignes de médiane de traitement. Donc, au niveau de la réponse, les patients ont atteint l'objectif qui était en fait la réduction de 50% du PSA. Donc, il y a 42% des patients qui ont atteint cet objectif. Il y a eu un patient en réponse complète et les durées de réponse étaient en médiane de 8,9 mois. Il y a eu une réponse assez prolongée. Et donc, dans cette population RP2D, la RPFS était de 7,9 mois. Donc, ils ont publié, cette étude a fait l'objet d'une publication au JCO et il y a d'autres essais en cours parce que le profil en fait de toxicité il y a d'autres essais en cours et il y a en fait ce profil de tox et le fait que l'étude a pu se faire en ambulatoire qui fait que ce médicament pourra être facilement combinable avec d'autres stratégies. Et pour terminer, à l'ASCO, c'était aussi l'ère des ADC. Donc, je vous ai épargné toutes les présentations sur tous les ADC qu'il y a eu. Mais c'est juste pour faire un rappel des ADC qui sont disponibles chez nous à l'heure actuelle. Et si vous avez des patients potentiels, n'hésitez pas à nous les adresser. Merci. Merci beaucoup, Iphigénie. On va peut-être clore cette séance. Merci beaucoup. Je pense que c'était important de finir avec cette perspective
vraiment, vraiment passionnantes. Et effectivement, je crois qu'il ne faut pas hésiter quand on voit l'efficacité des traitements que tu rapportes. Il faut vraiment, vraiment qu'on fasse tout pour amener le plus de patients possible quand on n'a pas de solution vers ces essais. Merci. Merci à tous, merci aux orateurs d'avoir joué le jeu et à ceux qui ont écouté d'être restés. Et vous avez tout en replay dans 3 jours. C'est ça? Et ben voilà. Donc au prochain congrès. Bonne soirée.